Salut les invités, on se retrouve pour la suite de notre vidéo sur la fabrication des whiskies de Malte. Bien sûr, si tu n'as pas encore vu la première partie, je t'invite à d'abord la regarder. Et nous, on enchaîne avec la fermentation, 6e étape de la fabrication des whiskies de Malte. La voix, je te laisse expliquer le concept. Merci la bite. Alors la fermentation c'est quoi putain? C'est donc la transformation des sucres en alcool sous l'influence des levures. Voyons donc comment cela se passe. Mais putain, tu déconnes, c'est une explication de merde! Maintenant, on est donc à la 6e étape, la fermentation. Donc le wort est pompé vers une cuve de fermentation qu'on appelle le washback. Le washback, donc qui est une cuve de fermentation en bois ou en inox. Le contenu de la cuve est ensuite ensemencé de levure qui va démarrer le processus de fermentation. Petite chose sur les levures. En Écosse, on a recours au même principe de fermentation. Donc on utilise la même levure pour tous les whiskies. Tout simplement, les Écossais ne considèrent pas que les levures ont un réel impact sur le whisky. Or, ce n'est pas le cas pour par exemple les Japonais, qui eux ont recours à différents types de levures pour la fabrication de leur whisky. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je me dis qu'il y a peut-être un lobby écossais, un lobby des levures, tu vois. Et ces mecs font pression sur le gouvernement écossais pour insérer leur seule et unique levure au détriment de toute compétition et de tout principe de concurrence. Je suis un peu loin là, non? Non? Ceci est un complot. La première option de fermentation est la fermentation courte. À quoi ça correspond? Eh bien, au cours de cette fermentation, les levures vont consommer le sucre, le transformant en alcool. On va appeler cet alcool le wash. Et donc, parce que c'est une fermentation courte, le processus se réalise en 48 heures seulement. Si le distillateur fait appel à ce processus court, il aura un distillat qui sera beaucoup plus marqué par les caractéristiques du malt. La deuxième option, vous l'aurez compris, c'est la fermentation longue. Toujours une question un peu de temps finalement. Donc cette fermentation longue est une fermentation qui dure plus de 55 heures. On a par conséquent une estérification de l'alcool qui va avoir pour conséquence de produire un distillat avec des arômes et des saveurs beaucoup plus complexes, légers et fruités. Et maintenant on passe à la 7e étape, la distillation. Pour faire une brève introduction sur la distillation, il faut préciser qu'en Écosse, on réalise une double distillation. Mais par exemple en Irlande, il peut y avoir une triple distillation, alors qu'aux États-Unis, on n'a qu'une seule et unique distillation, notamment pour les bourbons. Mais ça varie beaucoup d'une distillerie à l'autre. Titrant à 8 degrés, la bière de Malte est distillée 2 fois. La première fois dans un wash still, donc c'est un alambic de première distillation. Elle va donc produire un alcool titrant à 23 degrés. Et elle est ensuite redistillée une deuxième fois dans ce qu'on appelle un spirit still, qui est un alambic de seconde distillation. Si je peux résumer ça par un schéma, ça serait celui-ci. Mais pourquoi je monte là-bas? Je veux dire, il n'y a rien là-bas. Donc celui-ci. Alors maintenant qu'on a fait cette petite introduction sur la double distillation des whiskies de Malte écossais, on va s'intéresser au principe de distillation en lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-ci est composé de 3 éléments distincts. La conversation, la condensation et la coupe. Qu'est-ce qui se passe lors de ces 3 processus? Tout d'abord, le distillat est converti en vapeur d'alcool. Ça s'appelle la conversation. Ensuite, les vapeurs d'alcool sont retransformées à l'état liquide par la condensation. On réalise ce processus une deuxième fois, puis via le point de coupe. Quelles sont maintenant les options qui s'offrent au distillateur? Il y a 2 méthodes pour réaliser la conversation. La première, c'est la conversation longue. Plus la conversation des vapeurs d'alcool avec le cuivre est longue, et plus léger sera le distillat. Généralement, pour une conversation longue, on utilise des alambics de grande taille. Pourquoi? Parce que tout simplement, les vapeurs d'alcool seront plus uniformément en contact avec le cuivre. Et là, vous l'aurez compris, la deuxième option, la conversation courte. La conversation courte, c'est à l'opposé de la conversation longue, c'est-à-dire qu'on va utiliser un alambic de très petite taille, c'est-à-dire que les vapeurs d'alcool auront un contact limité avec le cuivre, on aura un alcool qui sera beaucoup plus lourd en termes d'arôme et de puissance. Ensuite, le deuxième processus de la distillation, la condensation. Comme je l'ai dit, les vapeurs d'alcool reviennent à l'état liquide grâce au condenseur. Ici encore se présentent plusieurs options qui vont avoir un impact sur le produit final. L'option numéro 1, c'est le condenseur multitubulaire à calandre. C'est un grand cylindre abritant une multitude de petits tuyaux remplis d'eau froide. Donc
contact desquels les vapeurs d'alcool reviennent à l'état liquide. En raison de l'importante superficie de cuivre, ces condenseurs contribuent à alléger l'alcool. Oui, le condenseur multitubulaire à calandre. La deuxième option, c'est le condenseur serpentin. Beaucoup moins badass que son confrère le condenseur multitubulaire à calandre, le condenseur à serpentin est le système traditionnel de condensation. Il est composé d'un long serpentin en cuivre, entouré d'un réservoir d'eau froide. Dans le condenseur à serpentin, la surface de contact avec le cuivre étant beaucoup plus réduite, l'alcool produit sera en général beaucoup plus lourd. À l'issue de la condensation, l'alcool issu de la seconde distillation est récolté dans un spirit safe, dans un récipient. Il convient en Stillman, au distillateur, de scinder en 3 parties le distillat obtenu, en réalisant un point de coupe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant la distillation, les arômes du distillat ont évolué. Ceux qui sont apparus en premier étant beaucoup plus légers, puis à mesure que se prolonge la distillation, les arômes se sont approfondis, devenant plus riches, plus forts et plus intenses. Donc on a d'abord la tête de distillation, le cœur de chauffe et la queue de distillation. Encore une fois, c'est le distillateur qui décide de cette coupe. On a l'option précoce, l'option numéro 1. Le distillateur, souhaitant des arômes beaucoup plus légers, va conserver une partie importante de la tête de distillation. La deuxième option est la coupe tardive. Dans ce contexte, il veut un whisky beaucoup plus intense et beaucoup plus riche. Ainsi, il va se débarrasser d'une grande partie de la tête de coupe pour ne conserver que les arômes les plus riches et intenses. Et on passe maintenant à la 8e étape de la réalisation d'un whisky de Malte, la maturation. C'est à titre personnel, peut-être une de mes étapes préférées. La maturation, pour faire très simple, c'est bien sûr le vieillissement d'un alcool dans un fût en bois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 éléments qui font de la maturation une étape indispensable. La soustraction, l'addition et l'interaction. Pour la soustraction, c'est très simple, c'est-à-dire que le fût en bois va contribuer à supprimer l'agressivité de l'alcool. Ensuite, on a l'addition, c'est là que la maturation en fût prend vraiment tout son sens, puisqu'on a les composés aromatiques présents dans le bois du fût qui vont être extraits et captés par l'alcool. Alors en fonction du type de fût et en fonction de sa fraîcheur, ça va apporter des caractéristiques bien différentes au whisky qu'on veut produire. Ce qui nous fait une passerelle naturelle vers l'interaction, qui est l'accroissement de la complexité du whisky, la durée de maturation, la fraîcheur du fût, le type de chêne. Bon, peut-être autant d'éléments qui vont avoir un impact fort sur les caractéristiques organoleptiques du produit. Ça va le rendre beaucoup plus complexe et cela va créer des mélanges de saveurs et d'arômes spécifiques et uniques. Bob, tu me fais une explication propre cette fois-ci sur les différents types de fûts? Oui, on va essayer ça. Alors la première option qui s'offre au distillateur est la maturation dans un ancien fût de Bourbon. Celui-ci a des fortes teneurs en composés aromatiques évoquant la vanille, la crème brûlée, le pin ou l'eucalyptus. Il va avoir tendance à donner un côté un peu plus sucré, un petit peu plus gourmand au whisky final. Le deuxième type de fût est l'ancien fût de sherry. Si le fût de Bourbon était fabriqué en chêne américain, le fût de sherry, lui, est fabriqué en chêne européen. Ayant contenu auparavant du xérès, ce type de fût cède à l'alcool des arômes de fruits secs, de clous de girofle, d'encens et de noix. C'est également un fût qui est beaucoup plus riche en éléments colorants et en tanins. Mais alors, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs fûts différents avec des périodes de maturation différentes? Parfaitement en face du cul, mais ne m'interromps pas. La troisième option est le fût de second remplissage. Et oui, un même fût peut être utilisé à plusieurs reprises. Et plus il est réutilisé, moins le chêne qui le constitue exerce d'influence sur l'eau de vie qu'il contient. Le distillateur peut choisir de réaliser une double maturation, soit dans un fût de Bourbon et un fût de sherry, ou dans d'autres types de fûts. Et lorsqu'il réalise une double, voire une triple maturation, ceci est bien sûr précisé sur l'étiquette. Si on prend l'Aberlour 16 ans d'âge, Double Cask Matured, qui veut dire la double maturation en fût, on a en haut à gauche le fût traditionnel en chêne et en bas à droite le fût de sherry. Et là on soulève un dernier point important, l'affinage. Il est possible que le distillateur ait utilisé plusieurs fûts pour la maturation de son whisky sans que cela ne soit considéré comme une double maturation. Avec celui-ci, le distillateur va décider d'apporter un raffinement supplémentaire à son whisky, en logeant pour une très courte période son whisky dans un fût très actif de premier remplissage. Celui-ci aura une interaction très forte avec le distillat. Généralement, on va utiliser également des fûts un peu plus exotiques ayant contenu du rhum ou différents types de vins, comme des sauternes, du chardonnay, du muscat, etc., etc. On peut finalement considérer ça comme une maturation secondaire qui va donner un raffinement supplémentaire. On arrive donc à la dernière étape, l'étape un peu bonus de la fabrication des whiskies de Malte.
le distillateur doit encore prendre quelques décisions. La première est la coloration au caramel. Et la dernière décision restante, la filtration à froid. Le but de cette filtration est de supprimer un potentiel trouble dans le whisky, notamment lorsqu'il est frais. Cependant, ça peut avoir un impact sur le toucher du whisky et donc sur sa rondeur. On a essayé de détailler au maximum, mais il y a encore beaucoup de choses à dire pour certaines étapes de la fabrication des whiskies de mat. Donc si tu as davantage de questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à me laisser un pouce bleu si le contenu t'a plu. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Salut les imbibés.